119 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe que la Turquie met à la disposition de la CENI pour l'organisation des élections du 22 novembre 2020. Et puis le couple pastoral Eli et Esther Kabore de Zungu prend sa retraite après 52 ans de ministère. Ce sont là les titres de cette édition. Dames et messieurs, merci de feuilleter ce journal avec nous. Sans transition aucune, à la suite de la table ronde des bailleurs de fonds tenue le 21 octobre 2019 pour l'organisation des élections au Burkina Faso, l'ambassade de la Turquie a laissé parler son cœur à travers un don, un chèque de 200 000 $ remis à la Commission électorale nationale indépendante ce lundi. Gédéon Tapsoba et Delphine Banissi ont été nos yeux pour nous. C'est pas ce chèque de 200 000 $, soit environ 120 millions de francs CFA, que la Turquie, à travers son ambassade au Burkina Faso, vient soutenir la Commission électorale nationale indépendante pour l'organisation des élections couplées présidentielles et législatives de novembre prochain, ainsi que celles municipales de 2021. On partage les mêmes sentiments vis-à-vis de la démocratie, de l'importance de la démocratie, de sa stabilisation et de son avancement. Et depuis que je suis là, ça fait à peu près 2 ans, j'ai personnellement témoigné à l'avancement de la démocratie au Burkina Faso. Par exemple, cette année, pendant les élections, c'est le diaspora qui a voté pour la première fois et c'est un très grand avancement. Selon le sieur Assim Ara, les élections sont le pilier de la démocratie et son pays ne peut qu'accompagner cet effort de démocratie. Et le président de la CENI de saluer la confiance et le respect qui a précédé et motivé l'action de l'ambassade de permettre à la commission électorale de gérer directement ce fonds sans passer par l'État. 2 points essentiels retiennent l'attention, c'est le respect et la considération dans la manière de donner. La Turquie nous donne et nous dit « nous vous faisons confiance pour gérer ». Ils ne disent pas « on va mettre dans d'autres mains parce qu'eux ils peuvent mieux gérer et aboutir à des résultats que vous souhaitez ». Donc c'est en cela que c'est exemplaire en matière de coopération et en cela nous saluons évidemment l'amitié et la considération de la Turquie vis-à-vis du Burkina Faso. Le gouvernement a fait une table ronde le 21 octobre. Et les partenaires, comme la Turquie, ont commencé à répondre positivement. Je pense que d'ici là, le ministère des Finances va convoquer, les médias pour faire le point, évidemment, de les contributions de chacun des partenaires. Il faut souligner que c'est en réponse à la table ronde des bailleurs de fonds du 21 octobre dernier que la République de la Turquie a laissé parler son cœur à travers ce don d'environ 120 millions de francs CFA afin de soutenir l'effort de démocratie au Burkina Faso. En outre, d'autres dons sont attendus de part et d'autre en vue d'assurer le bon déroulement des élections à venir au pays des hommes intègres. La cérémonie a eu lieu sous le regard attentif des commissaires de la CENI. Action de grâce et retraite pastorale à Zungu, c'est en présence du bureau exécutif du Lagongo et de nombreux convives que le couple pastoral Eli et Esther Kabore ont commémoré leurs 52 ans de ministère et 56 ans de mariage, rendant ainsi grâce à l'Éternel pour ses bienfaits. Odette Zouangena, elle était accompagnée de toute l'équipe de réalisation de CVK et voici l'économie de cette rencontre pour nous. Ce samedi 15 février 2020 restera à jamais gravé dans l'histoire du couple pastoral Eli et Esther Kabore. Ces septagénaires ont offert cette journée en action de grâce à l'Éternel pour les 52 ans de ministère et 56 ans de mariage. Cette cérémonie est à la fois une commémoration pour leur départ en retraite pastorale et une occasion pour eux de remercier le bon Dieu pour sa fidélité, son accompagnement, ses multiples richesses et ses bienfaits et dire comme d'aucuns jusqu'ici l'Éternel nous a secourus.
Bon, je suis très content. Vous-même, vous voyez, quand je vais parler, j'ai des larmes dans les yeux. Cela veut dire que je suis content, même dépassé. Le couple aura marqué leur génération et influencé bon nombre de personnes. Quand j'ai été reçu pour la formation à Narmaré en 1974, il fut celui qui m'a enseigné à lire le moré. J'étais revenu de la Côte d'Ivoire et il fallait aussi une mise à niveau sur la lecture du moré. Donc c'est mon professeur en quelque sorte. Donc il a semé en moi et aujourd'hui je suis au niveau de la responsabilité et c'est un honneur de venir voir ce qu'il a fait. À les en croire, le secret réside tout simplement dans l'obéissance à la parole de Dieu et dans l'abnégation au travail. Mon conseil pour les jeunes, c'est de bien obéir à Dieu et être travailleur. Parce que quand on obéit Dieu et on travaille, Dieu bénit. Cet événement a vu la présence d'illustres personnalités venues d'horizons divers, rendant ainsi un vibrant hommage aux deux serviteurs de l'Éternel. Leur vie est empreinte de témoignages et de leçons de vie pour tous ceux désireux de vivre une vie chrétienne victorieuse à la gloire du roi des rois. Je vois en lui aujourd'hui un homme qui a appliqué la mission intégrale, l'évangile qui s'occupe du corps, l'âme et l'esprit. Il a littéralement fait, parce qu'il a investi 12 ans pour traduire la Bible que nous avons en moré. Et ça, c'est vraiment une contribution très significative. Il s'est occupé de sa famille. Nous voyons un équilibre parce qu'il prend soin de tous ses enfants, de ses petits-enfants. Et ça, c'est pas facile, c'est pas donné à tout serviteur de Dieu au Burkina Faso. Il a aussi impacté la vie de la commune de son village. Ce n'est pas aussi facile de travailler dans son propre village. Donc je vois en lui une des références, un pasteur qui est un bon modèle pour la mission intégrale et j'invite tous les pasteurs à imiter son exemple. Pour moi, je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour témoigner de ce que j'ai vu et entendu. Et je sais que le pasteur Élie a accompli ce que nous appelons l'évangile holistique. Il est venu pour apporter la parole, il est venu aussi pour instruire, pour donner l'âme, nourrir l'âme et l'esprit, le corps. Et il a même enseigné et il a aussi donné à son village un grand témoignage parce que c'est grâce à lui que nous sommes venus faire un barrage. Et par la grâce de Dieu, c'est un barrage pérenne et un barrage qui nourrit quand même 5000 exploitants. C'est quand même très intéressant. Et notre souhait, c'est que tous les pasteurs l'imitent. Je peux affirmer aujourd'hui que c'est une joie pour nous de rendre grâce à Dieu pour le couronnement de son ministère, à en juger par la présence des uns et des autres. Vous voyez même que c'est vraiment un témoin qui va au-delà de la foi. Que ce soit des musulmans, il sait travailler avec. Que ce soit des catholiques, il sait travailler avec. Que ce soit des agents de l'État, il sait travailler avec. Que ce soit la population. Et surtout, le salut des âmes. Donc je retiens du papa que c'est vraiment un homme de Dieu, un homme humble et un exemple à suivre. Je rends grâce à Dieu pour ces 52 ans de ministère et 56 ans de vie conjugale de mes parents. Ce sont des parents qui nous ont enseigné la parole de Dieu depuis notre enfance et cela nous accompagne jusqu'à présent. Je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour nous parce que ça nous accompagne dans notre vie en général. Le pasteur Isaïe et son épouse tiennent désormais les rênes de l'Église. Ils sauront compter sur l'intelligence et la sagesse de ces deux septagénaires pour accomplir avec brio leur mission. Hors de nos frontières, nous parlons du Covid-19 qui continue de faire parler de lui. Aujourd'hui, c'est plus de 70 000 cas confirmés et plus de 1770 morts en Chine. L'Organisation mondiale de la santé a averti que la propagation du coronavirus reste impossible à prévoir. Près de 1770 morts en Chine continentale, pour la plupart dans la province du Hubei. Le bilan officiel de l'épidémie de pneumonie virale revu à la hausse ce lundi. Le nombre de nouveaux cas recensés a cependant baissé pour la 3e journée consécutive.
Mais les autorités sanitaires doivent rester prudentes. La propagation du coronavirus reste pour l'heure impossible à prévoir, estime l'OMS. Pékin se veut cependant optimiste. Nous parviendrons sûrement à contrôler l'épidémie. Le nombre de cas suspects a été intégré au chiffre des cas confirmés. Les données statistiques de notre hôpital montrent une baisse significative du nombre de patients atteints de fortes fièvres. Je pense que nous arrivons au point d'inflexion de l'épidémie. En France, la période de quarantaine pour un deuxième groupe de rapatriés de Wuhan a pris fin. La France, premier pays européen, a enregistré un mort du Covid-19. Un touriste chinois est décédé vendredi. Les 122 ressortissants allemands placés en quarantaine début février en Allemagne sont eux aussi sortis de l'isolement dimanche, tout comme les 8 Belges rapatriés de Chine il y a 2 semaines. Placés en quarantaine dans un hôpital militaire, ils ont pu quitter l'établissement et sont tous en bonne santé. Les multiples tests effectués pour vérifier s'ils avaient été contaminés par le coronavirus se sont tous révélés négatifs. Ils se portent très bien. Nous avons fait 6 tests au cours des 2 dernières semaines et ils étaient tous négatifs. Cela signifie qu'ils peuvent effectivement quitter l'hôpital en toute sécurité. Le principal foyer d'infection hors de Chine reste le paquebot de croisière Diamond Princess en quarantaine au Japon. 355 cas de contamination y ont été confirmés, dont 70 nouveaux cas annoncés dimanche. Quelques 3700 passagers et membres d'équipage restent confinés dans leur cabine. Les ressortissants américains se trouvant à bord ont commencé à être évacués. Au moins 40 d'entre eux ont été infectés par le coronavirus. Ils vont être traités dans des hôpitaux japonais. Les passagers canadiens testés négatifs pourront quant à eux rentrer dans leur pays. Ottawa a annoncé qu'un avion serait affrété. Hong Kong prévoit aussi d'évacuer ses ressortissants. Enfin, Taïwan a enregistré dimanche son premier mort dû au nouveau coronavirus, un chauffeur de taxi de 61 ans. Au Kenya, les papillons créent des emplois et sauvent la forêt. Le projet KIPPO Butterfly propose aux femmes d'élever des chrysalides qui sont vendues à l'étranger. Cela permet d'éviter la déforestation et dans le même temps créer de l'emploi. Quand les papillons sauvent la forêt et créent des emplois. Au Kenya, le projet KIPPO Butterfly permet à des femmes, souvent mères célibataires, de gagner leur vie en élevant des papillons pour les revendre à l'étranger. Dans la forêt Arabuko-Sokoke, on trouve 230 espèces. La forêt tropicale immense s'étendait de la Somalie au Mozambique. Il n'en reste plus que 42 000 hectares au Kenya, protégés par l'UNESCO. Avant le projet, on s'aventurait dans la forêt en groupe pour couper du bois, pour le chauffage. Et ça avait un impact négatif sur l'environnement. Quand on a rejoint le projet, on a réalisé qu'on pouvait gagner plus et payer l'école à nos enfants. Les chasseuses de papillons peuvent gagner entre 25 et 50 $ par semaine. Une fois les papillons attrapés, elles les nourrissent jusqu'à ce qu'ils pondent des œufs, puis l'œuf devient chenille, puis enfin chrysalide. Et c'est là que commence un nouveau voyage. On vient chercher les chrysalides chez les fermières et on les emballe dans du plastique très fin pour que ce soit moins lourd. Ensuite, on les envoie à nos clients en Grande-Bretagne et en Turquie. Ils les revendent immédiatement à des fermes aux papillons où les chrysalides se transforment en papillons. Le papillon, comme l'abeille, est un insecte pollinisateur. C'est donc un maillon essentiel dans la reproduction des plantes et la survie de notre planète. Dernier élément de cette édition, nous nous rendons en Inde où l'émancipation de la femme est en marche. La Cour suprême vient d'ordonner au gouvernement indien d'octroyer des postes de commandement permanent aux femmes au même titre que les hommes. Suivez. Elles affichent le sourire de la victoire, car c'est une décision historique qui a été prise en Inde en faveur des femmes au sein de l'armée.
La Cour suprême a ordonné au gouvernement fédéral d'octroyer des postes de commandement permanents aux femmes, et ce au même titre que les hommes. Concrètement, les femmes pourront désormais travailler sans limitation de temps dans des unités de soutien au combat telles que l'éducation, le droit ou la logistique. Elles pourront également accéder au grade de colonel. C'est très important parce que ces femmes officiers constituent la crème de la crème en ce qui concerne les capacités humaines, les capacités intellectuelles et la force physique. Elles ont démontré leur puissance et d'ailleurs, si elles ne l'avaient pas fait, elles n'auraient pas été acceptées par l'armée en premier lieu. Et après avoir fait leurs preuves, non pas à une mais à plusieurs reprises, ce refus de progression était quelque chose qui était fondamentalement inégal. Le gouvernement indien avait justifié son refus d'intégrer des femmes à des postes de commandement en assurant, je cite, que l'armée n'était pas prête en raison des normes sociales. Prête ou pas, l'armée devra maintenant s'y faire. C'est tout pour cette édition, dames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Dieu bénisse le Burkina Faso. Et bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent depuis la Fiapo. À vous de la soirée.